Jean-Marie, bonjour. Bonjour. Je vais vous demander dans un premier temps de vous présenter, de me dire en quelques mots en quoi consiste votre métier. Alors ça, en quoi consiste mon métier? C'est très difficile de le dire en plusieurs mots. Un jour, on avait demandé à Orson Welles ce que c'était que la définition d'un réalisateur. Et il nous avait répondu gentiment, le réalisateur c'est celui qui préside aux accidents de tournage. On pensait tranquillement que c'était quelqu'un qui exécutait ce qu'il avait dans la tête et dans le cœur. En vérité non, c'est quelqu'un qui est constamment en but avec la réalité du plateau et qui doit lui tordre le cou pour la mettre dans le sens de ce qu'il a prévu. Un réalisateur, c'est quelqu'un donc qui travaille dans la réalité. C'est pas quelqu'un qui a des idées comme ça et qui dit puis pas de détails techniques, moi je suis un créateur. C'est quelqu'un qui a le sens de la réalité qu'il doit apprivoiser pour aller dans le sens de ce qu'il veut créer. On peut dire ça comme ça. Pour vous, qu'est-ce qui fait un bon réalisateur? Alors, il est pour ainsi dire impossible de répondre à cette question. Qu'est-ce qui fait un bon réalisateur? Ce sont des facteurs extrêmement variés et subjectifs. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans un métier et on est aussi dans un art. Donc, on peut en effet avoir certains éléments pour dire au niveau du métier si quelqu'un est un bon réalisateur ou un mauvais réalisateur. Mais on ne peut pas avoir des paramètres pour estimer si au niveau de l'art, ce réalisateur est un bon réalisateur ou un mauvais réalisateur. Voilà, on peut dire ça comme ça. À votre niveau, quand intervenez-vous durant l'élaboration d'un film? Depuis le début. Au sens que jusqu'à présent, et je commence à en être un petit peu fier, si on peut être fier de quelque chose dans ce que l'on essaye de faire, je n'ai jamais réalisé une œuvre de commande. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est dû principalement à la révolution technique dans laquelle vous êtes, qui est le numérique. C'est-à-dire que tant que moi j'ai été dans la période argentique, je n'ai fait que m'asseoir sur des projets personnels, parce que ça générait des finances, des budgets, des montages qui étaient, pour ainsi dire, impossibles à avoir. À partir du moment où le numérique a commencé à poindre son nez, c'est-à-dire vers les années 90, par là, alors là, j'ai pu commencer à faire abstraction de tout un système pyramidal industriel et financier, et donc à réaliser et à faire produire, parce que c'était quand même aussi un boulot, à faire produire des choses qui étaient des choses que je voulais faire et que j'ai faites. Donc rappelez-moi la première question, parce que j'ai déjà paumé le début. Je vous demandais en fait quelle était votre part de créativité, votre part de liberté en fait sur un... Actuellement, ma part de liberté est, pour ainsi dire, total, même si je le paie très cher, ou si je l'ai payé très cher parce que ça se paie. Au sens que jusqu'à présent, c'était ce que je disais l'autre jour au théâtre de l'atelier, c'est-à-dire qu'en 10 ans, j'ai réalisé 11 documentaires et un moyen métrage de fiction. Je n'ai jamais su ce que c'était qu'un producteur qui me disait « tu coupes ce plan ». Donc le contrôle du montage, comme on dit pompeusement, la liberté éditoriale. C'est-à-dire je parle de ce que je veux et je le traite comme je le veux, même si ça entraîne certaines fois de très lourdes et de très fortes pressions, soit d'ordre politique, soit d'ordre artistique, mais certaines fois aussi d'ordre politique, puisque j'ai fait pas mal de documentaires d'ordre historique. Et on veut voir aujourd'hui l'histoire d'une manière assez monolithique et ça dérange beaucoup. Donc la liberté, même si ça paraît un petit peu fanfaronnant, cette liberté aujourd'hui je la goûte. Je l'ai payée très cher, mais c'est la mienne. Et donc, est-ce que cette nouvelle liberté, elle est due justement au support numérique? Oui, oui, c'est indéniable. C'est-à-dire que la lourdeur de l'argentique, qui était un métier aussi extraordinaire, hein, je veux dire, la lourdeur de l'argentique permettait à la production, c'est-à-dire qu'on était beaucoup plus dépendant de la finance, de la production, de l'exécution de la production matériellement. Un petit plan à changer 2 jours avant une première, c'était pas possible. Et puis ça entraînait une assistante monteuse, un nouvel étalonnage, un nouveau tirage de copie zéro. C'était pas pensable. Le rapport aussi aux techniciens. C'est-à-dire que quand on travaillait en film et qu'on disait à sa monteuse « Bon ben voilà, ça c'est pas mal, mais tu me supprimes tel plan, puis tu me refais la synchro, et tu me remets par contre un rappel du... Vous aviez le temps de partir déjeuner, vous reveniez en fin d'après-midi, elle avait terminé ses coupes et ses synchros. Donc il était pour ainsi dire presque impossible par rapport à aujourd'hui à ce qu'une monteuse ou un monteur vous dise « Ok d'accord, là ça te va, très bien, alors je sauvegarde et puis là je te montre, parce que j'ai pensé à un truc, qu'est-ce que ça te donne maintenant ?» Donc ce rapport, cette fluidité technique
dont il faut aussi se méfier par certains moments parce qu'on fait très très vite des bêtises, permet une liberté sur l'instant qu'on n'avait pas du temps de l'argentique. C'est vraiment une révolution que votre génération a vécue, plus forte que la révolution technique de la nouvelle vague. Il n'y a pas photo, c'est le cas de le dire. Très bien. On va parler un petit peu de votre parcours. Quelles études avez-vous suivies pour en arriver jusque-là? Alors, au niveau des études, c'est très simple, poursuivre plusieurs lièvres en même temps sans jamais se prendre un chêne entre les deux yeux. C'est-à-dire qu'au lendemain du bac, il n'y avait absolument pas ce tissu d'écoles privées et payantes qui existe aujourd'hui et auquel ça ne nous serait même pas venu à l'idée. Okay. Je dis ça alors que plus tard j'ai été directeur pédagogique ou professeur dans des... Mais mon opinion n'a pas changé. On avait le choix soit entre les écoles d'État, qui étaient Louis Lumière et l'IDEC ou la FEMIS, soit l'université, et qui à ce moment-là n'avait que des diplômes d'université. Donc, il n'y avait absolument pas la notion de « je vais sortir diplômé de quelque chose et je vais savoir ». Ce métier est peut-être un des derniers sur lequel on peut apprendre sur le tas. Et pourquoi on se priverait? Donc, d'abord, bon, il faut dire que à la base, moi j'ai une formation scientifique. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est quelque chose qui m'a énormément aidé plus tard pour gérer ce que c'est qu'une production ou qu'une réalisation. C'est-à-dire toujours pas partir dans les trucs dans tous les sens, mais se dire, bon, attends, une addition c'est ça, un truc c'est ça, la réalité c'est ça. Donc au niveau du parcours, j'ai fait ce qui s'appelait C à cette époque-là, qui est S aujourd'hui, et puis vous avez devant vous un ex-futur pharmacien. C'est-à-dire que j'ai fait 3 ans d'études de pharmacie, qui m'ont toujours aidé finalement, parce que dans laquelle toutes les études de chimie, de physique nucléaire, etc., qui sont quand même beaucoup plus poussées que le fait de vendre des pulmones derrière, des pulmones ou des valdas derrière un comptoir, m'a appris quelque chose de rationnel pour une approche. Quand on a quelque chose qui déconne, il n'y a pas d'autre manière que d'ouvrir le capot de la voiture et de démonter les bougies. Okay. Donc ça, cette formation scientifique m'a énormément apporté par rapport au milieu dans lequel je suis tombé, dans lequel en effet on avait souvent la tête dans les nuages mais pas les pieds sur terre. Alors ça c'est le premier truc. Le second truc, c'est quelque chose que je vous dis rétroactivement, hein. C'est pas du tout une stratégie que j'ai pensée comme ça au lendemain du bac en me disant je vais faire ceci. Non, non, je m'aperçois qu'au bout du compte, il y a ces trucs-là qui ont joué. Donc la formation scientifique. Ensuite, en arrivant à Paris, je me suis inscrit à la Nouvelle Sorbonne, c'est-à-dire à Censier-de-Bonton, qui avait le seul diplôme d'université sur le cinéma. J'ai eu de la chance. Ce diplôme d'université est devenu au fur et à mesure des années un diplôme d'État, donc j'ai pu continuer jusqu'au DEA. Mais ce que vous êtes en train de faire en ce moment, c'est extraordinaire. Vous pouvez utiliser une caméra. Nous, c'était à partir de la 5e année qu'on pouvait toucher une caméra Super 8. Donc, en même temps que j'ai fait mes études à l'université, j'ai fait jouer des conventions de stage qui existaient entre les facultés de Paris et un truc qui n'existe plus aujourd'hui, qui était la SFP, qui était la Société Française de Production, qui était un truc énorme, l'équivalent de France Télévisions aujourd'hui. Et on avait des stages. Et donc, dès la première année, je me suis à la fois retrouvé à avoir comme prof Eric Romer ou alors Christian Metz, et en même temps me retrouver sur le plateau à avoir travaillé des gens comme Dirk Sanders, comme Jean-Christophe Averty, là. Et en même temps, comme je partais du principe que je voulais faire de la réalisation et que je ne vois pas pourquoi je me serais octroyé le droit de diriger un acteur sans savoir ce qu'il vivait, je me suis en même temps, à la première année, inscrit au cours Charles Dulin, qui est un cours d'art dramatique, le plus ancien d'ailleurs d'Europe maintenant, et de passer à la casserole. C'est-à-dire qu'en ne voulant jamais devenir acteur, je suis monté sur scène, j'ai été formé par Robert Renucci, Monica Montbosson, Charles Charras, les héritiers en quelque sorte du TNP et de Jean Villard, qui m'ont dit, bon ben voilà, tu vas savoir ce que c'est que quand on est devant une caméra. Okay. Donc, tout ça en même temps m'a déjà donné une sacrée base. Et puis il y a aussi un truc qui s'est passé, qui n'existe plus, mais qui pour moi a été très bien, c'est que j'ai réussi à faire mon service militaire au service cinématographique des armées. Alors je ne me suis pas pris au dernier moment, je me suis pris 2 ans à l'avance, parce qu'il fallait passer des examens, etc. Mais j'avoue que quand j'ai fait mon service militaire, on m'a confié des responsabilités dont il aurait fallu peut-être que j'attende 10 ans pour les avoir dans le domaine civil. Et d'ailleurs, je n'ai jamais été assistant réalisateur au service cinématographique des armées, j'ai toujours réalisé. Donc, mine de rien, en 4-5 ans,
en ayant poursuivi plusieurs livres en même temps, et donc en ne m'étant pas enferré dans une seule pédagogie. Je pense que j'avais une certaine formation. Alors ensuite, je me suis mis à la production. En sortant de l'ECPA, j'avais mon carnet d'adresses. Donc je me suis mis à la production de vidéos industrielles et d'entreprises, parce que c'était les premiers temps de cela. Et puis ensuite, et puis surtout, ça m'a permis de terminer déjà plusieurs courts-métrages en argentique qu'on faisait. Et puis ensuite, bon ben, là ensuite, on sort de la notion de la formation, tout en sachant qu'on apprend toujours. Très bien. Est-ce que le cinéma, c'est quelque chose que vous avez voulu toujours faire depuis votre plus jeune âge? Je pense que oui, bien que ça s'est matérialisé, surtout après le bac. C'est quelque chose qui... ça fait partie d'une des zones d'incertitude de mon parcours. On n'est pas obligé de tout savoir sur soi. J'ai toujours baigné dans un univers familial à la fois scientifique et artistique. On m'a mis les mains sur un clavier de piano à partir de l'âge de 4 ans. Et en même temps, mon père était ingénieur. Donc, les deux choses se télescopaient. Je pense que, de toute manière, je ne pouvais m'accomplir, tout au moins m'épanouir, qu'à mon avis, dans un élément créatif. Ça, oui. Même avec un petit C. Même avec un petit C. Et ça a toujours été présent, que ce soit du temps des concours au conservatoire, que ce soit du genre des 7 heures de piano d'affilée sur 2 mesures, ça y était. Puis, à un moment, ça s'est cristallisé sur la réalisation, sur la mise en image. Vous savez, il y a un très très grand lien, pour moi, entre la musique des images et la musique. Ce sont 2 arts qui sont chronologiques. Donc que j'ai travaillé la musique dite classique d'un côté, puis qu'ensuite j'ai essayé de marier dans une autre harmonie les sentiments, les récits, les plans, les masses esthétiques, c'est très voisin. J'ai simplement changé de vecteur. Très bien. Et quel a été le déclic finalement? Qu'est-ce qui vous a fait franchir le pas? Franchir le pas a été tout simplement contextuel, c'est-à-dire que les études de pharmacie, bien qu'étant passionnantes au niveau scientifique, relevaient plus de la mémoire éléphantesque que de l'aptitude. C'est-à-dire que quand on se retrouve une veille d'examen avec 300 pages recto verso, à savoir par cœur, et vous savez que le lendemain, un sujet, ça peut être 3 lignes, je ne trouve pas ça pédagogique. Et c'est plutôt gonflant. Donc le cap, il a été à la fois un contexte, il a été à la fois le fait que je ne crois pas que l'on puisse savoir ce que l'on veut faire juste après le bac. Je pense qu'il faut un sas de décompression derrière, et j'ai eu ce sas de décompression sous la forme de 2-3 ans. J'ai pris un petit peu mon temps, mais c'est ensuite devenu évident. C'est quelque chose qui se ressent, qui ne se comprend pas. Ensuite, pareil, on adapte la réalité à ce que l'on voudrait faire. On va parler un petit peu de votre actualité. Mon actualité, ça fait tout drôle d'entendre ça. Sur quel projet êtes-vous actuellement, ou quel projet venez-vous de terminer? Alors, j'ai terminé un documentaire qui est un hommage à Charles Dullin. Quand je suis arrivé à Paris, il y a, si vous préférez, 2 sortes de familles qui m'ont plus ou moins adopté. Ça a été l'entourage d'Abel Gans, qui est un très grand réalisateur du cinéma muet, qui a réalisé le Napoléon, qui est un truc hors norme, puisqu'il faisait quand même plus de 6 heures le film, et qui se termine en triple écran avec 12 000 figurants. Enfin, vous voyez, des genres très soap, très faciles à réaliser. Et en même temps, alors, l'entourage Gans, je l'ai connu sur les premiers plateaux de la SFP, parce que Clarisse Gans, sa fille, était script de Dirk Sanders. Et c'est comme ça que je l'ai rencontré. Ensuite, comme je faisais l'école Dullin, j'étais en contact avec des gens qui avaient été eux-mêmes élèves du Dullin. Et en 2004, j'ai tourné un documentaire qui s'appelle « À l'ombre des grands chênes » sur Abel Gans, avec les dernières personnes qui ont travaillé avec Abel Gans, c'est-à-dire Claude Lelouch, Robert Hossein, Claude Pinoteau, Pierre Mondy, Jeannie Holt, et puis qui c'est qu'il y avait encore, je crois que c'est tout, Claude Lafay, bien entendu. Et quand on a présenté ça aux Invalides en 2004, en sortant, je me suis dit, cette sorte d'hommage ou de petit remerciement quand même que j'ai fait pour Abel Gans, je ne vois pas pourquoi je ne ferais pas la même chose pour Charles Dullin.
Et donc là, le documentaire Le Dire de chacun, ça s'appelle, sur Charles Dullin, a été présenté au Théâtre de l'Atelier le 14 décembre dernier. Voilà, donc ça a été ce que je viens de terminer en tant que réalisateur. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez actuellement, en fait, lors de l'élaboration d'un projet, que ce soit un documentaire, une fiction Alors, je demande une précision. Ce sont des difficultés pendant l'élaboration ou les difficultés pendant la réalisation, ce qui n'est pas la même chose. L'élaboration, c'est le problème qu'on a lors de l'élaboration, c'est quand on fait son tour de table. C'est-à-dire quand on cherche des partenaires financiers ou des partenariats ou des conventions. Lors de la dernière première que j'ai faite, ça s'est bien passé, il faut le dire. À la fin, vous avez des gens qui viennent vous voir en disant vous auriez dû venir me voir. Et c'est là que vous leur dites mais vous en souvenez pas, mais je suis venu vous voir. Donc, ce qui est le plus difficile au moment de l'élaboration, c'est de savoir que votre sujet est bon, qu'il est exceptionnel, qu'il n'y aura pas une deuxième possibilité pour que les gens acceptent à nouveau de passer devant la caméra parce qu'ils vont mourir. Le temps fait son office. Et comme disait un ami à moi, plus le temps passe, moins il y aura de gens qui auront dîné avec l'empereur. Okay ? Et vous savez le côté inéluctable, vous savez cette rencontre que vous êtes en train de faire, et il y a des organismes qui ne sont pas là, il y a des gens qui ne répondent pas, et il y a des gens qui refusent le projet. Alors ce qu'il y a de formidable aujourd'hui, c'est qu'avec la souplesse du numérique et un certain système de production qui est encore possible, on peut dire, eh ben tant pis, ça ne va pas nous empêcher de le faire. Alors là où on passerait peut-être 4 mois, on y passe 2 ans, avec des possibilités financières qui sont bien moins fortes, mais les choses sont possibles. Donc, pour répondre à la question, le plus difficile dans l'élaboration, c'est de voir que l'on ne lance pas une synergie auprès des gens dont ce serait le métier et le rôle. Les collectivités locales, les conseils régionaux, voilà. Et de ce point de vue-là, ceux qui donnent le plus sont souvent les plus pauvres. Il faut le dire. Très bien. Et donc une fois le projet justement validé, lancé, quelles sont les difficultés à proprement dites sur la réalisation. Alors la réalisation, la difficulté, elle est d'ordre humain. C'est-à-dire que vous vous êtes réveillé une nuit en vous disant « je vais faire tel documentaire ou je vais tourner tel plan ». Et notre métier nous oblige à congeler cette sensation. Et d'attendre 1 an, 2 ans, qu'on ait à nouveau une caméra, un metteur en scène, un décor, les gens qu'il faut, etc., le dialogue, que tout le monde soit bien, pour à ce moment-là décongeler votre désir d'il y a 2 ans. Okay ? Et sur le plateau, il y a encore des gens qui sont là pour vous dire « mais tu le fais comme tu le sens ». Okay ? Donc la plus grande difficulté en tant que réalisateur, c'est qu'on est différé. On n'a pas une caméra stylo, ça a été un grand fantasme, enfin il y a des très grands réalisateurs qui ont réussi des trucs extraordinaires comme Agnès Varda notamment, c'est-à-dire le fait ou Cassavetes, c'est-à-dire d'avoir une caméra qui est à l'écoute de ce qui se passe ici. Alors il y a des trucs formidables qui ont été faits, mais ce n'est pas possible dans l'instant, des grands progrès qui ont été faits, mais quand même. Donc la plus grande difficulté dans l'élaboration, dans la fabrication, c'est de se dire, est-ce que ce que je vais décongeler de ce que j'ai conçu il y a 2 ans, va encore marcher humainement auprès des gens qui sont devant la caméra parce qu'eux-mêmes ils ont changé. Est-ce que ça va aussi me plaire parce que moi-même depuis 2 ans j'ai changé? Et alors par rapport à l'organisation du plateau et de la production, est-ce que je suis capable de prendre le risque de tout foutre en l'air sur cette journée de tournage, donc de tout foutre en l'air sur cette journée de tournage, au profit d'une idée que j'ai eue ce matin et qui va être plus fraîche, mais qui peut-être va s'avérer une fausse bonne idée. Alors ça, c'est l'angoisse du réalisateur. Je parle de ça au-delà de gérer la paranoïa de l'équipe, l'acteur ou le protagoniste qui se dit « mon Dieu, comment je vais être traité », etc. Ça fait partie du métier. Okay ? Et puis surtout, comme disait votre collègue tout à l'heure, de bien installer hiérarchiquement l'équipe, c'est pas très républicain mais c'est comme ça, c'est-à-dire que le réalisateur ne soit pas dérangé constamment par un deuxième stagiaire qui lui demande où est-ce qu'il faut qu'il mette du café. Okay ? Pour ça, il a le chef-op, okay ? Et moi mon boulot c'est qu'est-ce que je dois faire et quel est le matériau humain que j'ai sur le plateau. Où on met la perche, c'est-à-dire je ne veux pas le savoir, c'est pas mon métier, c'est chacun son truc. Parce que toute ma concentration, toute mon énergie
doit être sur ce potentiel humain que va digérer d'une drôle de manière cette bécane. Vous savez que sur les plateaux, autrefois, on appelait la caméra la dévoreuse. D'abord parce que ça consommait du fric et de la péloche, et puis parce que ça mangeait ce qui était en train d'être représenté, on ne savait pas comment ça allait le ressortir. Donc ça c'est la difficulté au moment de la production, enfin de la fabrication, mais ça fait partie du métier. Le grand moment d'angoisse au niveau du réalisateur, il n'est pas au moment du tournage. Si vous vous gourrez, vous pouvez toujours engueuler quelqu'un, vous avez tout ce qu'il faut sous la main, disons-le. Le grand moment d'angoisse, il est au moment du montage. Parce que vous êtes face à vos rushs, vous êtes face à ce que vous avez prévu de tourner il y a 3 mois, et que si ce plan il n'existe pas, vous ne pouvez engueuler que vous-même, parce que vous n'y avez pas pensé à l'avance. Et puis surtout, vous ne savez pas encore, parce que le moment du tournage c'est une chose, mais tant que ce n'est pas monté, vous ne savez pas si les coupes que vous avez imaginées vont fonctionner. Et ça, ce n'est qu'au moment du montage. Alors le moment d'angoisse, ça oui, c'est le moment du montage, parce que c'est de toute manière trop tard. Très bien. Continuons dans les projets. Est-ce que vous avez des projets à venir? Oui. Et dans quel ordre? Alors dans quel ordre? Il va y avoir une question de bête opportunisme. Il s'avère que, indépendamment de mon activité de réalisateur, ça fait très très chic de dire ça, mais enfin c'est vrai, la Cinémathèque française m'a demandé de faire une expertise sur le fond du Napoléon d'Abel Gans à la Cinémathèque française. Ce qui s'est avéré être un truc passionnant et on espère unique, parce que dément. Donc on s'est retrouvé à avoir à expertiser des bobines afin de déterminer quelle bobine est relative à quelle version de ce film au fur et à mesure de ses 70 ans d'existence et de ses 19 versions. Okay. Certaines versions coupées par Abel Gans lui-même, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans le cadre d'un réalisateur qui a été charcuté par les distributeurs, pas du tout. Nous avons affaire à quelqu'un qui a lui-même autodétruit ou auto-fabriqué son propre film. Donc, ce qui devait durer quelques mois a duré 1 an et demi, et nous avons expertisé presque 800 boîtes, visionné, pour ce que nous avons pu métrer, plus de 100 000 mètres de pellicule 35 mm. Donc tout ça pour dire que d'un seul coup, là, dans mon activité de réalisateur, il y a eu cette chose très très flatteuse que la Cinémathèque française demande à Georges Mourier de lui dire qu'est-ce que nous avons dans votre fonds. Et ce travail a été étendu à tout le fonds des archives françaises du film et à la Cinémathèque de Toulouse. Ce qui fait que l'expertise s'est finalement faite au niveau national. Bon. Alors les projets là-dessus, c'est qu'avant qu'il me demande ça, j'avais retrouvé à la Cinémathèque française des rushs d'une invention optique qu'avait fait Abel Gans à partir de 1937 et qui s'appelait du nom assez apocryphe de pictographe. Vous savez, à la fin du 19e siècle, on aimait bien rendre des choses pseudo-scientifiques. Et c'était pour faire quelque chose que l'on peut faire maintenant avec le numérique, qui était le fait de pouvoir travailler les profondeurs de champ d'une manière hétérogène. Je m'explique. Cette caméra est en train de me filmer, vous avez fait la mise au point à partir de 50 cm jusqu'au mur. Nous sommes dans une contrainte. Vous êtes obligé de me filmer dans une profondeur de champ homogène. Ah oui, mais si au niveau de la mise en scène, c'était pas plus intéressant que le fond soit net, mais moi flou. Et puis mes lunettes qui arrivent devant soient nettes, c'est-à-dire de travailler à l'expressivité d'une profondeur de champ hétérogène. Okay. Aujourd'hui, on a ça, mais d'une manière pas du tout au niveau des fictions. Quand vous avez sur TF1 les poursuites de flics, etc., on a flouté la plaque minéralogique de la voiture. Bon, mais c'est pas d'un point de vue de fiction. Cossagravas avait dans les années 70 fait beaucoup de recherches, notamment dans section spéciale, sur la gestion de profondeur de champ hétérogène, parce que c'est tout un champ de vocabulaire. Et donc Gans, lui, dès 1937, il avait déjà inventé pas mal de choses, il s'est dit, il faut que je m'invente un appareil pour pouvoir travailler sur les profondeurs de champ. Et ça donc bien avant Orson Welles sur Citizen Kane. Hein. Okay. Et donc là, il a fait appel à des inconnus, c'est-à-dire que vers 1943, il a fait appel à un petit opticien pas du tout connu qui commençait à fabriquer ses lentilles. Ce type-là, c'était Pierre Angénieux, c'est-à-dire celui qui plus tard va inventer le zoom décadaire, et aujourd'hui, ils en sont à leur 3e Oscar technique. Et puis, il va demander à un chef opérateur pas du tout connu, qui n'a encore rien fait,
et qui s'appelait Henri Alcan, et qui va devenir plus tard le chef opérateur de La Belle et la Bête de Jean Cocteau et de Wim Wenders sur Les Ailes du Désir. Donc vous voyez, il y a des gens qui ont quand même du nez. Et ils ont tourné des essais, avec des matériels fabriqués, etc. Et nous avons retrouvé les essais qui vont de 1937 jusqu'à 1966. C'est-à-dire non seulement il s'agit d'un metteur en scène qui crée son outil. Avec Méliès, c'est le seul. C'est-à-dire qu'il dit, j'ai telle image, j'ai telle volonté, l'ennui c'est que je n'ai pas l'outil. Alors je crée l'outil, et puis en même temps, dans les essais, on va comprendre de quelle manière dramaturgique il voulait utiliser cet outil. On a retrouvé ces rushs juste avant l'expertise du Napoléon à la Cinémathèque française. La Cinémathèque française a accepté de les sauvegarder, de les restaurer, et actuellement, on a un truc... Enfin, c'est complètement fou, parce que si vous préférez, c'est une invention qui est à la base de l'incrustation télé. C'est une invention qui est à la base aussi du floutage, comme on dit. Donc, c'est à nouveau, c'est pas du tout quelque chose qui est obsolète, c'est quelque chose qui ouvre à nouveau une nouvelle grammaire, qui n'a pas encore été utilisée. Et moi, je voudrais faire un documentaire là-dessus. Ni plus ni moins, et pédagogique. C'est pas du tout du genre, mon Dieu, qu'est-ce qu'il voulait faire et tout, etc. Non, pas du tout, soyons simples, clairs, précis. Parce qu'en plus, ce que l'on a découvert lors de ce travail, c'est qu'il y a eu un échange de bons procédés entre Orson Welles et Abel Gans. C'est-à-dire que j'ai retrouvé la correspondance du fondé de pouvoir d'Abel Gans en 40, et je sais que Greg Toland, qui était le chef opérateur d'Orson Welles sur Citizen Kane, a eu connaissance de l'invention. Et quand on regarde le film, on se dit, bon, il y a des tas de trucs qui ont été utilisés pour Citizen Kane, mais à certains plans, on se dit, attends, là, il a pu utiliser que tel type de lentille, avec tel type de focale, tel type de fragmentation, tel organisme, et il savait déjà. Ce qui a été un moment de tension entre Abel Gans et Orson Welles, mais qui s'est très bien tassé, puisque Orson Welles a tourné dans un film de Abel Gans en 1959 qui s'appelle Austerlitz. Donc ensuite, entre grands bonhommes, ils se sont dit, bon, ok, d'accord, ça va, mais enfin, bon, vous saviez quand même ce que j'avais inventé. On est d'accord. Et ça, bon, c'est une manière de... J'aimerais bien réaliser un documentaire là-dessus. Très bien. Je n'arrive pas à faire des réponses courtes. C'est pas grave. Tu vas t'amuser au montage. On va parler un petit peu de votre expérience personnelle plutôt. Personnel. Est-ce que vous avez une anecdote qui vous a marqué, un souvenir de cinéma Un souvenir de cinéma, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais ils sont bien entendu d'ordre humain. C'est-à-dire que je pourrais vous sortir des anecdotes au niveau matériel. C'est-à-dire quand d'un seul coup, on est là en train de tourner une reconstitution d'une guerre chimique et que vous savez que vous avez entre vos mains 300 figurants qui sont en train de battre la campagne, 2 Mirage 4 qui sont en train d'épandre et qu'on a spécialement pour vous réduit à 25% sur un quart de la France le signal des radars d'aéroport. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça, c'est du pittoresque. Alors c'est vrai que c'est toujours bien à raconter, ça fait du bien, ça fait mousser, mais c'est pas ça qui reste. Ce qui reste, c'est de s'apercevoir que dans les quelques personnalités que j'ai pu rencontrer, les personnes les plus grandes restent les personnes les plus simples. Alors là, oui, que ce soit d'un domaine historique, quand j'ai pu travailler dans certains documentaires avec des gens comme Jacques Massu. Vous avez plus de bande avec des gens comme Jacques Massu, comme Élie de Saint-Marc, comme le professeur Bernard. Ça, c'est des protagonistes historiques où là, vous vous apercevez que franchement, nous sommes dans une génération de planqués, c'est-à-dire que nous avons toujours vécu dans la paix. Alors là, oui. Et puis, au niveau des personnalités cinématographiques, bien entendu, il y a la célébrité des gens, mais il peut y avoir, par exemple, la première rencontre avec Henri Alcan. Ça, oui. Première rencontre avec Henri Alcan, alors que vous arrivez comme ça, vous êtes petit étudiant, vous vous dites, putain, le petit que je suis, etc. Vous allez voir celui qui est considéré quand même comme le plus grand chef opérateur du cinéma mondial, le chef opérateur de Cocteau, de Wenders, de Terence Young. Travailler avec Alcan, on savait qu'il allait faire une poésie de lumière, quoi, etc.
Et vous savez, à Paris, ou tout au moins en France, on a le syndrome X-Files, c'est-à-dire qu'on a tendance à préférer déboulonner les gens plutôt que de savoir ce qu'ils sont. Et moi j'étais dans un milieu dans lequel on disait mais non, mais La Belle et la Bête c'est très surfait, finalement c'est pas Cocteau qui l'a fait, c'est parce qu'il y avait Alcan, etc. Enfin vous voyez des conneries de ce genre, faut le dire. Ça, c'est ce qu'on appelle un petit peu la suffisance. Et je me souviens très bien de ma première rencontre avec Henri Alcan. Je suis allé chez lui à Boulogne, il me recevait parce que déjà je cherchais un petit peu sur le pictographe, j'avais compris qu'il y avait des trucs quand même à chercher. Je monte au premier étage dans son bureau et il était au téléphone avec une étudiante. Et Henri avait quelque chose toujours de très candide qui lui permettait de passer par-dessus beaucoup d'intrigues et de perversité que l'on peut retrouver dans ce milieu. Et il avait toujours gardé une innocence. Et alors il me regardait en me disant « Je suis désolé, là, je suis collé parce que… » etc. Et puis il termine sa conversation et puis il raccroche le téléphone et il me dit « Bon, mais cette étudiante est bien gentille, mais… Elle me pose des questions comme si c'était moi qui avais fait La Belle et la Bête. Mais c'est Cocteau. Et puis la manière de me poser la question en me disant, mais vous êtes bien d'accord, j'ai pas rêvé quand même. C'est Cocteau qui a fait La Belle et la Bête, c'est pas moi. Qu'un type comme ça, après les références universelles dont il a été l'objet, 40 ans après le tournage de ce film, et encore une ombre de doute, et qu'il le demande à un petit étudiant de 25 ans, moi ça c'est un souvenir humain formidable, d'humilité. Et à chaque fois qu'ensuite, plus tard, j'ai rencontré quelqu'un sur un plateau, célèbre ou pas célèbre, compétent ou pas compétent, qui se la pétait et qui voulait se la jouer comme ça, je me suis toujours dit, à l'intérieur de ça, il y a un petit Alcan. Ou alors c'est un con. Ok ? Alors ça, oui, si je cherchais, il y en aurait peut-être d'autres, mais les anecdotes qui me viendraient à l'esprit seraient plutôt des anecdotes qui me viendraient au cœur. C'est-à-dire des leçons d'humilité. Voilà. Est-ce qu'il y a un film qui a changé votre vie? Ou votre vision en fait du cinéma? Comme par hasard, un film qui a changé ma vision du cinéma, bien entendu, il n'y en a pas qu'un. Parce que tout ça, c'est une question de court-circuit. Ce sont des piles qui s'empilent, c'est le cas de le dire. Mais je fais deux distinctions. Il y a les films qui m'ont cloué au siège, en disant « Putain, où est-ce que je suis là ?» Comme disait Claude Lelouch dans un de mes documentaires, dans certaines scènes, là, on est dans une tempête et on ne demande qu'à sauver sa peau. On ne réfléchit même plus. L'intellect, paf, s'en va parce qu'on est là, on s'accroche à son siège. Là, dans cette catégorie-là, il y a deux films. C'est le Apocalypse Now de Coppola, et notamment la scène d'hélicoptère. Je ne comprends pas encore aujourd'hui, avec le matériel de l'époque, comment il a fait, notamment son prémixage. Je ne comprends pas. Si je le rencontre un jour, et ça va peut-être arriver, je lui demanderai. Et l'autre, c'est le Napoléon d'Abel Gance. Hors catégorie. Ensuite, au niveau émotif, c'est-à-dire les films qui vous bouleversent intérieurement, c'est-à-dire qui font que votre âme n'est pas la même après. Vous savez qu'en France, la définition d'une œuvre d'art, c'est ce qui donne un supplément d'âme. Alors là, on en revient toujours à ses premiers amours. Hiroshima, mon amour, Le mépris de Jean-Luc Godard, donc Hiroshima, mon amour d'Alain Resnais, Le mépris de Jean-Luc Godard et Mort à Venise de Visconti. C'est-à-dire des films dont encore aujourd'hui, avec tout le métier que je peux me dire j'ai, il y a des trucs que je n'ai pas encore compris comment ils ont articulé ça, comment ils ont fait. C'est ce que je me suis dit aussi pour un film dernièrement qui est Antéchrist de Lars von Trier. Il y a certaines scènes, j'ai ressenti le sentiment et comment est la cuisine, comment elle est établie, quels sont les outils. Alors ça ne m'a pas empêché d'avoir ensuite des films qui m'ont bouleversé. Mais ça reste quand même ces trois premiers-là, et d'une manière générale, presque tous les films de Resnais avant les années 80, et notamment Providence, Mon oncle d'Amérique, tous les films dits déstructurés, des films comme par exemple L'échelle de Jacob aussi. Je suis très très sensible à l'éclatement de la linéarité du récit, afin que le sentiment affectif que vous avez à l'intérieur va lui assurer sa cohésion. Alors ça me... Il y en a de moins en moins. Parce que c'est très difficile. Très bien. J'aurais une dernière question. Vas-y. Si vous aviez plein pouvoir, un budget illimité, quel serait votre projet fantasme, en fait, votre projet de rêve?
projet de rêve. Projet de rêve, on en a toujours un. Allez-y, non? Le projet de rêve, on en a toujours un. J'ai eu aussi la possibilité, pour ainsi dire, presque de le réaliser. Mais, comment dire, ce projet n'existe pas encore. Alors, comment dire ça dans le bon sens? Une chose que m'a appris le recul, c'est que quand on se lance avec ce qu'on appelle des œuvres de jeunesse, excuse-moi, je vais prendre ça dans l'autre sens. Un écrivain que j'aime beaucoup, qui est pourtant pas facile, qui est Marguerite Yourcenar. Marguerite Yourcenar a pondu, si on peut dire ça comme ça, 2 œuvres majeures dans sa vie, qui sont les Mémoires d'Adrien en 53 et l'Œuvre noire vers 67. Eh bien, elle avait écrit déjà des manuscrits de ces 2 œuvres-là entre 21 et 23 ans. Mais c'était tellement énorme ce qu'elle avait visé, qu'elle est passée certaines fois pour les Mémoires d'Adrien, elle est restée 15 ans sans écrire une ligne en se disant « mais quel dingue j'ai été de vouloir faire un truc comme ça ». Et puis la vie a décanté les choses, et 20 ans après, elle s'est remise aux Mémoires d'Adrien, en 2 ans, elle l'a terminé, et puis ensuite, 10 ans après les Mémoires d'Adrien, elle a repris son manuscrit de l'œuvre noire de ses 20 ans, et elle a fait l'œuvre noire, et c'est ça qui a donné ce truc fou, extraordinaire qu'est son roman. Tout ça pour vous dire qu'il n'existe pas d'œuvre de rêve tant qu'elle n'est pas décantée. Alors bien entendu, comme tous, à 20 ans, j'ai voulu m'attaquer à un truc qui était beaucoup trop énorme et dans lequel je n'avais moi-même pas assez décanté. Et heureusement, je suis tombé sur un directeur de prod qui malheureusement est mort, qui avait compris le système dans lequel ça partait, et au bout de 10 ans, alors qu'il l'avait attendu, ce scénario, m'a dit « Bon, ok, ce scénario, tu l'as toujours pas terminé, mets-le sous le coude, ne le jette pas, mets-le sous le coude, et puis tu m'écris quelque chose d'autre. Ok? Et puis on va voir après. » Alors j'ai écrit quelque chose d'autre, malheureusement il est mort à ce moment-là, et je me suis aperçu quelque chose qui est très très, comment dire, qui est très bénin, ça arrive à beaucoup de gens, que cette énorme masse dont n'avait pas pu sortir un scénario fini, s'est ensuite de lui-même fragmenté en plusieurs histoires. Et c'est parce que je voulais raconter plusieurs histoires en même temps qu'il ne voulait pas accoucher d'un seul film. Alors ça a donné mon premier moyen-métrage de fiction, Corps et âme, que j'ai tourné en 2000. Et en quelque sorte, ça, de cet énorme iceberg, ça a épuré le truc originel. Ok? Mais le truc originel n'est pas encore assez décanté pour que je réponde d'une manière précise. Parce que, à la fois, une fois que c'est devenu un premier film, ce truc originel est actuellement en train de se scinder en 2 autres films. Mais là, par contre, long métrage. Et non pas moyen métrage. Et du coup, ça me fait prendre conscience de, on dit les obsessions, non, les sentiments que peuvent traverser une œuvre, la manière dont on est sensible à tel personnage, à telle situation. Et ça m'a permis d'éliminer ce qui bloquait la machine. Alors, à la fois, et c'est pas du regret ce que je dis, mais quand vous me demandez le truc de rêve, si vous aviez les moyens, c'est que virtuellement j'ai eu les moyens à un moment. C'était moi qui n'étais pas prêt. Et heureusement, j'ai eu en face de moi un directeur de prod qui a compris ça et qui ne m'a pas forcé à me lancer dans un truc sur lequel je n'étais pas prêt. Grâce lui soit rendue. Okay? Parce que moi, en quelques années comme ça, j'ai vu des naufrages de talent terribles. Parce qu'on leur fait croire que c'est pas la peine de travailler, c'est pas la peine d'attendre d'être prêt. Tu peux y aller, prends une caméra, la grâce sera avec toi. Des gens qui étaient capables de faire des trucs, mais 10 fois mieux que moi. Mais qui, en 6 mois, ont été grillés. Grillés. Donc, ce projet de rêve, oui, il est toujours là, il est là, il commence à être là, et il continue à se décanter. Il y a souvent la phrase en disant « une vie n'y suffit pas ». J'espère que Dieu me prêtera vie, à défaut des moyens. Mais les moyens sont pas un problème, au bout du compte.
sont pas un problème. Plaie d'argent n'est pas mortelle. Vous êtes malade à en crever parce que lundi vous avez moins 1000 euros sur votre compte, mais vous savez que si vous remettez 1000 euros le lendemain, vous avez plus mal. Si tous les problèmes de la vie pouvaient se résoudre comme ça irait. Donc, en tant que réalisateur, le problème de moyens n'est pas celui-là. Ce qu'il faut, c'est être prêt. Et c'est ce que j'ai commencé à faire avec la fin du Dire de chacun. Le Dire de chacun, c'est un beau jour, quelqu'un se penche sur mon œuvre depuis 10 ans. C'est indéniable que j'ai certaines personnes à la sortie de la première qui m'ont dit « mais c'est pas un documentaire ». C'est pas un documentaire, c'est à la fois un documentaire, mais aussi en même temps c'est une fiction. Mais en même temps, c'est pas un docu-fiction. Il y a un virage là que tu es en train de prendre, etc. Parce qu'en effet, j'ai expérimenté des formes de construction narrative et qui semblent marcher, puisque les gens ont compris, mais qui vont dans le sens que je voudrais faire. C'est-à-dire, on en revient quand même toujours à une ubiquité, c'est-à-dire un abaissement des barrières du temps et de l'espace. Vous voyez par exemple un film extraordinaire qui était The Hours. Alors ça, là c'est ces 3 femmes simultanées qui sont dans leur après-midi de dépression à 3 époques différentes, ça j'aime. Mais alors, quel travail en amont, parce qu'il faut pouvoir faire pivoter le récit au moment où vous avez une note affective. Et que cette note affective, c'est la même, quelle que soit l'époque dans laquelle vous allez la mettre. Et c'est cette note affective que le spectateur va prendre et c'est ça qui va passer la coupe. Ok ? Et ça, c'est très difficile. Et le premier à avoir mis en évidence ce qu'on appelle les notions de passage, en quelque sorte, c'est bien entendu, on en reviendra toujours à Eisenstein. Eisenstein qui lui-même avait mis ça au point à partir des films d'Abel Gance. Ce sont des gens qui ont découvert le vocabulaire. Et donc ça, il y a un côté, c'est comme quand on est au sport, hein, on ne va pas se mettre à un match de compétition tant qu'on n'a pas fait un certain entraînement. Maintenant, à partir d'un certain moment, il faut se plonger dedans, mais il ne faut pas se plonger trop tôt. Très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Mais je vous en prie, je vous enverrai ma facture sous la tête. Vous me direz le taux de TVA que vous pratiquez, je vous donnerai les références de mon agent. Merci beaucoup. Hein